Et alors, je voudrais tout de suite faire une seule remarque. Sur ces 3 scénarios, il n'y en a qu'un seul qui est légal. Hein, c'est celui qui respecte le 40% d'énergie renouvelable électrique dans le mix électrique à l'horizon 2030. Ça tombe bien, c'est celui de Laurent Michel. Je pense que c'est le scénario qui est préparé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et donc aujourd'hui, on est aux alentours de un peu moins de 20% quand on se compare à la production, un peu plus de 20% quand on se compare à la consommation. Donc on doit en gros doubler en pourcentage la part des énergies renouvelables. Et pour cela, on va se reposer essentiellement sur 3 filières. Alors on a bien entendu l'hydraulique qui reste le socle absolument indispensable de notre mix électrique, mais qui ne va plus beaucoup progresser en production d'énergie, mais qui est tout à fait essentiel donc pour pallier les questions de variabilité à la fois de la consommation et des autres énergies renouvelables. Mais sur la progression, les 3 piliers, c'est le solaire photovoltaïque, c'est l'éolien terrestre et c'est l'éolien en mer. Et je voudrais souligner ce qu'a présenté la semaine dernière RTE, donc sur son bilan prévisionnel, c'est-à-dire que les énergies renouvelables, bien qu'elles soient variables, elles apportent des facteurs importants donc de sécurité d'approvisionnement dans la mesure où on voudrait, avant la fin du quinquennat, fermer les dernières centrales charbon qui fonctionnent en France. Donc elles sont absolument indispensables pour pouvoir fermer ces centrales tout en conservant un bilan en termes d'émissions de CO2 qui soit aussi positif qu'il est aujourd'hui. Et donc, nous avons, au niveau du syndicat, proposé un certain nombre de scénarios pour ces énergies renouvelables électriques. Je ne reviens pas sur le photovoltaïque. Mais donc, pour l'éolien terrestre, notre proposition est d'être à 25 000 MW en 2023 et à 35 000 en 2028, de façon à se retrouver à 40 000 MW en 2030. Donc, vous voyez que ça fait un rythme de progression qui, après 2019, devrait être entre 2000 et 2500 mégawatts par an. C'est-à-dire, en gros, c'est le double du rythme actuel. Et donc, à côté de cela, nous proposons également des trajectoires sur l'éolien en mer. Et quand je dis l'éolien en mer, je pense à la fois à l'éolien posé et à l'éolien flottant. Alors, un commentaire sur le terrestre et le posé, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à des coûts du mégawattheure qui sont proches, voire inférieurs au prix de marché de l'électricité. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais hier à 18h, on a dépassé les 200 € du mégawattheure sur le marché français. Et en gros, la moyenne de ces derniers mois sur la journée, le prix du mégawattheure s'est compris entre 55 et 65 € du mégawattheure, c'est-à-dire les prix que l'on obtient aujourd'hui sur le photovoltaïque, sur l'éolien terrestre et, on va bientôt le voir, sur l'éolien en mer posé. Donc on va, dans quelques mois, avoir les résultats de l'appel d'offres de Dunkerque. Donc on a aujourd'hui des filières qui sont tout à fait compétitives. Et derrière l'éolien en mer, il y a aussi un enjeu industriel considérable. Donc les 6 premiers projets donc, qui ont été confirmés par le président de la République lors du premier semestre, c'est 15 000 emplois directement sur ces 6 premiers projets. Et donc, avec une suite, donc une trajectoire qui nous amènerait à avoir une continuité sur l'éolien en mer, cette filière industrielle, on va pouvoir la consolider, on va pouvoir se servir d'elle pour être un instrument d'exportation, donc à la fois de nos équipements et de nos savoir-faire. Alors, donner une trajectoire dans le cadre de la PPE, c'est très bien, mais il faut aussi, d'une part, que cette PPE contienne bien les moyens.
C'est-à-dire qu'on ait dans la PPE une programmation des appels d'offres. Et donc là aussi, nous avons fait des propositions qu'on ait une programmation des appels d'offres jusqu'à 2024, de façon à ce que on puisse avoir une véritable trajectoire jusqu'à 2030, parce que les projets qui seront reçus en 2024, ils seront installés au mieux. Je pense qu'avec les simplifications qu'on a obtenues, on devrait pouvoir avoir des durées de développement de projets de 5 ou 6 ans. Mais donc, ce qui sera installé en 2030, ce sera ce qui aura été programmé jusqu'en 2024. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense aussi qu'on a besoin d'avoir une forte expression de la volonté politique de développer les énergies renouvelables. Et ça tombe bien, puisque c'est le président de la République lui-même qui va annoncer, suivant tout ce que l'on entend, donc la PPE. C'est l'occasion donc de réaffirmer de façon très claire la volonté politique de développer les énergies renouvelables, de développer notamment l'éolien, que ce soit terrestre ou en mer. Une illustration de cette nécessité de volonté politique, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, le député Alain Péréa, qui participait à nos assises, nous avait rapporté une anecdote sur un projet éolien qui était bloqué, qui était même compromis, parce qu'un fonctionnaire de l'administration pensait à préserver un aigle de Bonelli, ce qui est très bien, mais cet aigle de Bonelli, il n'y a personne qui l'avait vu depuis 5 ans. Donc, les éoliennes... les éoliennes... les éoliennes ne l'avaient pas découpé en rondelles. Bon, et donc, ça illustre bien le fait que l'interprétation qui est faite sur le terrain par l'administration décentralisée, elle est très dépendante de la volonté politique qui est exprimée. Et moi, je n'ai pas de doute sur la volonté politique exprimée par François de Rugy, mais il faut qu'il y ait une volonté politique qui soit exprimée au niveau du Premier ministre et au niveau du Président de la République. Merci Jean-Louis Bal. On va redonner un exemple qui vaut celui de l'aigle de Bonelli, puisque ça se passait dans l'Aude. On aura un exemple d'une interprétation, effectivement, de la réglementation qui donne une situation ubuesque autour d'un projet. C'est une phase teasing, là. Autour d'un projet, c'est une histoire de radar. Très, très, très intéressante. Eh ben si, Laurent Michel, c'est une histoire de... Si, ce sera un témoignage d'un élu qui va venir vous raconter très simplement ce qui s'est passé avec le radar. Alors, quand vous étiez tous les deux l'année dernière dans l'autre sens, vous avez fait le choix d'engager une réflexion solide, une réflexion partagée avec tous les acteurs du territoire, avec les riverains, avec les habitants, avec les élus, pour monter des parcs dans le cadre d'une démarche et dans le cadre de pratiques qui soient efficaces. Je viens d'entendre à l'instant filière compétitive. J'ai traduit aussi filière robuste. Mais au-dessus de vous, vous avez fédéré pour construire des parcs exemplaires. Alors, question à tous les deux. Qu'est-ce que c'est des parcs exemplaires? Quels sont les enjeux? Quels sont les défis? Gwenaëlle, peut-être en premier. Alors, l'exemplarité, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est-à-dire qu'on est... Toute la filière éolienne a vocation à être présente dans la durée sur les territoires. Et donc, développer des projets, c'est pas un one-shot. C'est un projet de longue durée. Et quand on voit les volumes dont vient de parler Jean-Louis, un doublement des volumes existants par rapport à l'existant, eh bien, ça doit se préparer avec les territoires. Alors très concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire mettre à bord les territoires dans nos projets. On voit qu'aujourd'hui, on a pas mal de demandes, à la fois de territoires de rentrer dans nos projets ou de faire participer la population locale à nos projets. On en parle beaucoup, le financement participatif, les sociétés d'économie mixte, ce genre de projet se développe de plus en plus. Et je dirais la composante éolienne doit faire partie de cette acceptabilité à travers la mise en relation avec le territoire. Et donc, effectivement, on travaille pas mal avec Jean-Louis à la vulgarisation de ce type de projet, à la mise en avant des projets qui soient plus exemplaires sur le territoire, parce que c'est un élément d'acceptabilité dans la durée. On travaille sur des boîtes à outils aussi pour mettre en avant des projets un petit peu exemplaires qui ont
un savoir-faire particulier. On travaille aussi à une charte de bonnes pratiques pour faire en sorte que notre profession soit connue et soit reconnue à travers des cas concrets de projets. Et puis, je dirais, le dernier exemple qui me tient à cœur aussi, c'est préparer les nouvelles générations de parcs. C'est-à-dire que notre responsabilité, c'est aussi de se préparer à transformer des parcs existants vers des parcs nouveaux qui sont sur des territoires déjà bien acceptés et pour lesquels on espère aussi que l'administration nous aidera à implémenter des projets qu'on appelle de renouvellement, de repowering sur ces sites-là dans un délai court. Ça, c'est aussi un élément important d'acceptabilité des projets sur un territoire donné, arriver à donner une nouvelle dynamique en développant des projets exemplaires sur des nouvelles technologies qui peuvent être développées. Henri Goardon, le maire de Goulien, est avec nous. Il nous racontera l'aventure de son repowering. Jean-Louis Bal, parc exemplaire, ça veut dire quoi? Alors, si j'avais une recette pour un parc exemplaire, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin d'organiser les assises de l'éolien aujourd'hui. On n'aurait qu'à appliquer les recettes. Donc, c'est un peu le but de la journée d'aujourd'hui, c'est de faire remonter un certain nombre d'expériences et de pouvoir en tirer des leçons. Derrière la notion de projet de territoire, je pense qu'il faut lui donner une vraie consistance et que ça ne soit plus simplement un slogan. Et donc, au niveau du syndicat, on travaille beaucoup avec les associations d'élus. Donc, d'abord, l'Association des maires de France, mais également donc, la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Et donc, un projet de territoire, il doit partir de l'analyse des besoins, de l'analyse de ce que veut la population. Et on doit le faire au travers des élus, qui, même s'il y a des crises de confiance au niveau d'un certain nombre de maires, restent le personnage politique, les maires restent les personnages politiques qui ont le plus la confiance des populations. Et donc on doit avoir d'abord une approche exhaustive. Il ne s'agit pas de placer de l'éolien à tout prix. Il faut, en fonction des gisements disponibles, en fonction des besoins énergétiques, de la volonté des populations, définir la meilleure programmation donc d'un projet de territoire de transition énergétique. Et donc ça implique de commencer cette concertation autour d'un projet de territoire le plus en amont possible, donc en associant les élus, les habitants, les associations. Et donc voilà, c'est un peu l'esprit de notre organisation d'aujourd'hui, donc des assises de l'éolien, de fédérer pour construire des parcs exemplaires. Si on fait des projets de transition énergétique de façon très large, au sein de ces projets de transition énergétique, il y aura forcément beaucoup d'éoliens parce que nous avons une ressource en vent qui est extrêmement bien répartie sur le territoire. On a la chance d'avoir une densité de population qui est quand même relativement faible et qui permet l'implantation donc sans nuisance sur les populations. Et donc voilà, c'est le message d'optimisme que je voudrais transmettre pour conclure cette petite introduction. Pensons énergie renouvelable et l'éolien émergera. Alors, juste pour conclure effectivement cette petite introduction, pensons énergie renouvelable, mais pourquoi pas pensons aussi fossile. Je viens juste de mettre à l'instant mon petit RTE Economics en route. Merci Antoine Jourdain, puisque c'est RTE... pardon, excusez-moi. C'est amusant que je vous ai complètement... Bon, je pense que... vous connaissez tous RTE Economics, vous allez regarder sur Internet, sur votre smartphone, vous l'aurez. Et au moment où on est en train de parler, on a 2 tranches nucléaires qui tournent au charbon. 2178 mégawatts qui tournent au charbon. Il n'y aurait pas un petit challenge là de regarder sur tous les territoires où on a encore des centrales qui tournent au charbon, comment on pourrait convertir, remplacer dans ces bassins d'emploi. On sait très bien pourquoi ça tourne au charbon, parce que le charbon est pas cher et parce qu'il faut maintenir la paix sociale, pour faire court. Mais
Et puis avoir des réserves tournantes aussi, c'est vrai. On ne pourrait pas trouver un moyen là, de relier développement des énergies renouvelables et puis basculer vers une autre forme d'énergie le CER n'aurait pas ce rôle-là. Alors, je m'adresse à Gunnar évidemment, avec sa casquette de président de la commission éolienne du CER, mais presque aussi, déjà en glissant un peu vers Engie, qui est un mix à lui tout seul, ce groupe. Il n'y a pas moyen là, de réfléchir à quelque chose? Bien évidemment, le charbon n'est pas, à notre sens, une technologie d'avenir. Et en tout état de cause, le rôle du CER, c'est véritablement de prouver et de démontrer que les énergies renouvelables, même si elles peuvent avoir un caractère intermittent pour certaines d'entre elles, le foisonnement des énergies renouvelables, le foisonnement des différentes répartitions géographiques de ces énergies peut donner quelque chose de stable, un bandeau renouvelable qui nous semble réaliste dans la durée. Rien qu'à voir l'éolien en mer, c'est quelque chose qui est relativement stable. Et c'est très intéressant de voir les répartitions de profils de production un petit peu partout en France, en fonction des technologies, des gisements de vent, des gisements d'irradiation, etc. Donc voilà, l'objectif n'est pas de faire des choix technologiques, mais de montrer la complémentarité des outils de production d'énergie renouvelable, d'une part, et puis d'autre part, vous m'avez lancé un teasing et je ne peux pas ne pas le prendre au passage. La technologie de pointe qui permet de compenser les énergies renouvelables à tout moment et qui est moins émettrice de gaz à effet de serre, c'est quand même le gaz par rapport au charbon. Laurent Michel ne m'en voudra pas, je pense. Exactement. Et donc à ce sujet, effectivement... Le biogaz ou le gaz vert, ajoute-t-il. Exactement. Je voudrais peut-être vous en dire un mot, et on y travaille aussi au niveau du CER. Le développement de la méthanisation est un sujet important pour notre pays, à plus d'un titre. Le premier titre, c'est quand on parle de projet exemplaire, c'est aussi dynamiser les territoires et le monde agricole. On a aussi une responsabilité d'accompagner le monde agricole dans la transformation qui les occupe. Et le développement de la méthanisation est un vecteur important. Et le deuxième vecteur également important qui va se développer à l'avenir et qui est une source d'innovation, c'est l'hydrogène. Et l'hydrogène, on peut le produire à partir d'éolien, par exemple, par électrolyse de l'eau. C'est un vecteur de stockage et c'est un vecteur qui peut aussi être utilisé dans différents usages. Donc c'est aussi ça l'avenir. Aujourd'hui, il faut miser sur ces filières-là pour les rendre compétitives et pour qu'à côté des autres énergies renouvelables électriques, on puisse effectivement développer un bouquet 100% d'énergie renouvelable. Il va falloir convaincre des gens de faire de l'hydrogène en France, parce que 2014, France Stratégie, l'ancien commissariat au plan, a publié une attaque à charge contre l'éolien de 12 pages. Contre l'hydrogène. Ouais. Et à l'heure où on est en train de parler, il y a déjà 2 TER qui en Allemagne tournent à l'hydrogène. C'est pas des démonstrateurs, ce sont des vrais trains avec des vrais passagers dedans. Ils ont été fabriqués par Alstom en France, mais nous on les fait pas tourner en France. Bon, enfin, là on est en train de passer sur un autre sujet. Jean-Louis Bal. Il faut apporter un complément. Donc, on va avoir dans les années à venir à fermer un certain nombre de centrales conventionnelles. On a pour le moment un exemple de reconversion avec la fermeture programmée de Fessenheim. Et je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui est en train de se passer à Fessenheim. On est en train d'élaborer un plan de reconversion Alors, il ne s'agit pas de reconvertir la centrale de Fessenheim, mais un plan de reconversion de l'économie locale, parce qu'on va avoir à supprimer des postes, supprimer des emplois. On va avoir la même chose sur les centrales à charbon. Et donc, c'est l'occasion, et moi je remercie Sébastien Lecornu de nous avoir associés donc, à ce projet de reconversion, et qui va comporter un grand volet énergie renouvelable. C'est en gros un projet de conversion du département du Haut-Rhin sur une transition énergétique avec un important volet sur les énergies renouvelables. Alors, il n'y a pas d'éolien parce que le Haut-Rhin est très peu pourvu en ressources éoliennes. Je pense que par contre, quand on passera à Gardanne ou à Cordemais, etc., il y aura là beaucoup plus un volet éolien certainement important. Mais c'est important de pouvoir s'inspirer, parce que la reconversion de Fessenheim, ça a été un peu improvisé avec beaucoup de dynamisme par Sébastien Lecornu, mais c'était quand même une improvisation. Maintenant, pour les fermetures de centrales à charbon, on a un peu de temps devant nous, mais il faut s'y préparer avec des contrats de transition écologique
qui devrait comporter un peu toutes les énergies renouvelables, aussi bien donc dans le thermique que l'électrique. Ah ben, Gardanne sur le thermique, il y a déjà un beau projet en bois énergie. Non, c'était plutôt au Havre et à Cordemais, je pensais. Oui. Et puis au Havre, on a un Premier ministre qui est directement concerné. Marianne Boost, Capgemini Invent. En fait, on travaille avec Uniper aujourd'hui sur la reconversion des sites de Gardanne, de Provence et des Miluchets. Et en fait, je fais un appel à tout le monde qui est dans la salle parce qu'on a lancé l'appel à projet et on attend d'avoir des initiatives. Donc, s'il vous plaît, envoyez-nous vos demandes parce que c'est maintenant, en fait. C'est jusqu'au 5 décembre. Voilà. Jusqu'au 5 décembre. Et vous attendez des propositions de toute nature? De tout, en fait, les éléments sont impact sur l'emploi, impact sur le social, sur l'environnement, et évidemment avec une grosse tendance transition énergétique. Mais c'est de toute nature, c'est pas forcément que du développement éolien, ça peut être beaucoup plus large que ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis Bal, merci Gwenaëlle Huette pour ces regards croisés d'introduction. Et on va passer à la première table ronde qui va parler beaucoup de territoire.